Avant les fours électriques, avant les livres de recettes et bien avant les supermarchés, il existait déjà des communautés capables de transformer la nature en cuisine et la cuisine en culture. Chaque ingrédient était un présent, chaque recette, un geste de gratitude envers la terre. Bienvenue sur Vent d'Ouest. Inspire profondément, installe-toi confortablement et prépare-toi à un nouveau voyage dans le passé, où chaque plat raconte une histoire et chaque saveur porte un héritage. Pain de glane. Le pain de glane semblait simple en apparence, mais il était d'une richesse incroyable, tant par son histoire que par son goût. C'était un pain à l'arôme profond, terreux, avec des notes de noix, élaboré à partir de glands récoltés, séchés, moulus, puis longuement lavés, afin d'en retirer les tanins amers. Même si aujourd'hui cet ingrédient paraît inhabituel, il fut pendant des siècles une source essentielle de glucides et d'énergie pour de nombreuses tribus. Plusieurs peuples amérindiens, notamment ceux de Californie et des forêts de l'Est, valorisaient les glands pour leur abondance, la facilité de cueillette et leur densité nutritive. Les chênes étaient traités avec un immense respect. On ne les abattait pas sans nécessité, et des brûlages contrôlés étaient pratiqués pour préserver les chênaies. La récolte des glands était un événement collectif, et tout le processus se vivait en famille. Le traitement demandait patience et savoir-faire. On ramassait d'abord les glands, on les épluchait, puis on les faisait sécher avec soin. On les broyait ensuite en une farine grossière, que l'on rinçait à plusieurs reprises pour ôter l'amertume. Cette étape pouvait durer des heures, voire des jours, selon la méthode, trempage dans des cours d'eau ou filtration lente à l'eau froide. Avec la farine obtenue, on préparait une pâte à laquelle on ajoutait parfois des baies, des racines ou d'autres farines sauvages. La cuisson se faisait sur pierre chaude ou dans des fours de terre, donnant un pain dense, nourrissant et rassasiant. Parfait pour tenir lors de longues journées de labeur. Ce pain ne nourrissait pas seulement le corps. Il consolidait le lien communautaire. Sa préparation et sa dégustation étaient partagées et, souvent, on l'offrait en signe de gratitude à la terre lors de rituels. Même en période de disette, les glands restaient une ressource fiable. Ils ont d'ailleurs acquis le statut de monnaie naturelle dans certaines régions. Bouillie de maïs bleu. La bouillie de maïs bleu, le fameux Blue Corn Mush, était bien plus qu'un simple petit déjeuner pour les Navajos, les Hopis et les Pueblos du Sud-Ouest. Elle incarnait un lien direct avec les ancêtres, avec la terre nourricière et avec les rituels marquant les grandes étapes de la vie. D'apparence modeste, ce plat prouvait que la nourriture peut être à la fois pratique, sacrée et profondément nutritive. On la préparait avec de la farine de maïs bleu, moulue à partir de grains cultivés en champs secs, mélangée à de l'arceau et à une pincée de cendre végétale, le plus souvent de cèdre ou de genévrier. Cette cendre ajustait l'acidité, intensifiait la couleur et libérait la niacine du maïs, augmentant sa valeur nutritionnelle. Le mélange cuisait lentement jusqu'à obtenir une texture épaisse, au goût terreux relevé de nuances douces. Plus riche en antioxydants, notamment en anthocyanes, et plus protéiné que d'autres variétés, le maïs bleu rendait cette bouillie idéale pour des environnements exigeants. Sa texture souple et sa digestibilité en faisaient un aliment parfait pour les enfants, les aînés ou les malades, garantissant un apport crucial dans les moments délicats. Au quotidien, on la mangeait nature ou agrémentée de baies séchées, de viande déshydratée ou de miel sauvage. Elle avait également un rôle cérémoniel. On l'offrait aux esprits de la pluie ou de la récolte, et on la servait lors des naissances, des mariages et des initiations. Sa préparation était aussi une véritable école de vie. Les filles apprenaient très tôt à moudre le maïs et à dompter le feu, guidées par leur mère
ou leur grand-mère. Une leçon de patience, de respect et d'harmonie avec l'environnement. Aujourd'hui encore, cette bouillie est présente dans de nombreuses communautés, non seulement pour ses qualités nutritionnelles, mais aussi pour sa portée culturelle. Chaque préparation est un acte de mémoire et de résistance. Au-delà du monde autochtone, le Blue Corn Mush s'est imposé comme aliment fonctionnel, riche en fibres, à faible indice glycémique et facile à digérer. Ragoût de hominy, maïs nixtamalisé. Le ragoût de hominy, élaboré avec du maïs nixtamalisé, était l'un des piliers les plus nutritifs et polyvalents des cuisines traditionnelles de tribus du sud-est nord-américain, comme les Cherokees, les Choctaws et les Creeks. Plus qu'un plat roboratif, c'était un symbole d'ingéniosité culinaire, d'usage avisé des ressources et de sagesse ancestrale. Le hominy s'obtenait en faisant tremper du maïs sec dans une solution alcaline de cendre de bois ou d'eau de chaux. Cette technique n'attendrissait pas seulement le grain. Elle libérait des nutriments essentiels comme la niacine, rendant le maïs plus sain et plus digeste. Ainsi, on évitait la pélagre qui frapperait plus tard les populations ne nixtamalisant pas le maïs. Une fois traité, le grain acquérait une texture légèrement élastique, idéale pour les ragoûts. On lui ajoutait des viandes de chasse, cerf, lapin ou volaille, des légumes de saison, des racines et des herbes locales. Le résultat, un ragoût épais, parfumé, capable de nourrir toute une communauté. La cuisson se faisait dans de grandes marmites, sur feu ouvert, ce qui apportait une note fumée caractéristique. Préparé lentement, souvent lors de rassemblements, ce plat transformait la cuisine en fête collective. On ne manquait pas d'en servir aux cérémonies, aux festivités et aux rencontres importantes. Au-delà de l'aspect alimentaire, le ragoût avait une valeur symbolique. Le maïs était une plante sacrée, et le préparer avec respect relevait d'un geste spirituel. Selon l'occasion, on relevait davantage les épices, ou on le laissait plus doux, par exemple pour nourrir les anciens ou les convalescents. Sur le plan nutritionnel, c'était un aliment complet, riche en glucides complexes, en protéines, s'il était associé à de la viande ou à des légumineuses, et en fibres. Parfait pour le mode de vie actif et résilient de ces communautés. Aujourd'hui, la recette demeure sur bien des tables autochtones. Même si certains ingrédients se sont modernisés, l'essence reste intacte, preuve qu'un plat peut servir de pont entre les générations et d'emblème d'identité culturelle. Pain piqué des Hopis. Le pain piqué des Hopis est une création culinaire d'une délicatesse extrême et profondément symbolique. Préparé avec de la farine de maïs bleu et de la cendre végétale, il incarne une maîtrise gastronomique autant qu'un lien sacré avec la tradition, la féminité et la continuité culturelle Hopi. Plus qu'un aliment, c'est de l'art, un rite, une mémoire vivante dans chaque feuille croustillante. Fragile et presque translucide, le piqui rappelle la finesse d'une feuille de papier de riz. Sa légèreté contraste avec sa charge culturelle immense. Les femmes Hopi perfectionnent sa fabrication de génération en génération, se transmettant le savoir de mère en fille dans le cadre d'un apprentissage spirituel. La pâte se prépare avec de la farine de maïs bleu et de la cendre de genévrier, qui rehausse la saveur, facilite la digestion et renforce la valeur nutritionnelle. On l'étale avec précision sur des pierres chaudes et graissées, formant des couches ultra fines qui cuisent en quelques secondes. Une fois cuit, le pain se décolle délicatement, se roule ou se plie, puis on le laisse refroidir. Sa saveur douce lui permet d'accompagner des mets sucrés comme salés. On le sert souvent avec du miel, des fruits ou des ragoûts, mais sa texture, à elle seule, est déjà un plaisir.
Apprendre à faire le piki ne passe pas par des recettes écrites. On observe, on pratique, on patiente. Pour beaucoup de jeunes filles, le maîtriser est un signe de maturité et de préparation aux responsabilités au sein de la communauté. Dans les cérémonies Hopis, le piki occupe une place centrale. Rituel d'initiation, fertilité, naissance et mariage. Sa présence symbolise pureté, dévouement et lien avec les ancêtres. Le préparer, c'est un acte de dévotion. Le partager, une marque de profond respect. Malgré les avancées modernes, de nombreuses femmes Hopi restent fidèles aux méthodes traditionnelles, conscientes que la valeur du piki dépasse son goût. C'est un enseignement, une spiritualité, un héritage culturel face au tumulte de la modernité. Aujourd'hui, au-delà du contexte autochtone, celles et ceux qui le goûtent découvrent que sa fragilité abrite une force ancestrale, celle de maintenir vivante une identité inaliénable. Si ce voyage au cœur des recettes oubliées des peuples autochtones te plaît, n'oublie pas de laisser ton like et de t'abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément à continuer de partager des contenus qui redonnent toute leur valeur à nos racines. Et maintenant, on enchaîne avec le plat suivant. Purée de sunchoke, topinambur. Le sunchoke, aussi appelé topinambur, Elianthe tubéreuse, ou pomme de terre, fut l'un des trésors souterrains les plus précieux pour des tribus comme les Pawnees, les Dakota, les Ojibwés et les Erie. Bien avant l'arrivée de la pomme de terre venue d'Amérique du Sud, ces communautés cultivaient déjà cette racine polyvalente, facile à faire pousser en climat tempéré et sur des sols variés. La purée de topinambur était simple mais nourrissante. Les tubercules se récoltaient à l'automne, au moment où ils étaient plus doux et plus riches en amidon. On les faisait bouillir jusqu'à tendreté, puis on les écrasait pour obtenir une pâte onctueuse. On y ajoutait parfois de la graisse d'ours, de bison ou d'élan, qui intensifiait la saveur et augmentait l'apport énergétique. Crucial pour affronter les hivers du Nord. On pouvait l'enrichir d'ingrédients locaux. Ail sauvage, ciboulette, baies séchées, herbes ou morceaux de viande sèche. On en préparait souvent de grandes quantités pour la conserver plusieurs jours. Une solution pratique et efficace. Le topinambur se distinguait par sa teneur élevée en inuline, une fibre prébiotique qui favorise la digestion et l'absorption des minéraux. Il apportait aussi fer, potassium et phosphore. Sa douceur naturelle et sa texture veloutée en faisaient l'un des mets les plus réconfortants de l'hiver. Autre atout, sa grande capacité de conservation. Séché au soleil, il se gardait des mois. Réhydraté, il retrouvait sa texture, idéale en temps de pénurie ou lors de déplacement. Facile à cultiver, le topinambur est une plante vivace et robuste qui revient chaque année et offre des récoltes généreuses. Ses fleurs jaunes avaient également des usages décoratifs et spirituels, symbolisant le soleil et l'énergie vitale. Aujourd'hui, le sunchoke a été redécouvert en cuisine pour sa saveur entre pommes de terre et artichauts, et pour ses bienfaits nutritionnels. Pour les peuples autochtones, il a toujours été bien plus qu'un aliment, un symbole de résistance, de santé et d'ancrage à la terre. Galettes de chokecherry. Les galettes de chokecherry étaient un aliment clé dans l'alimentation de tribus, comme les Cheyennes, les Pieds Noirs et les Arapahoes. La chokecherry, cerise sauvage d'Amérique, petite et astringente, mûrissait à la fin de l'été et offrait une source de nutrition essentielle pour les mois les plus rudes. Son goût intense, sa facilité de conservation et sa polyvalence en ont fait un ingrédient incontournable. Pendant la saison, on cueillait ces fruits en grande quantité sur des arbustes résistants, près des forêts ou le long des rivières. On les lavait, puis on les écrasait entiers.
pulpe, peau et noyau, pour former une pâte épaisse. Cette méthode rustique libérait des huiles et des nutriments supplémentaires contenus dans le noyau, dont des antioxydants et des composés immunoprotecteurs. Avec cette pâte, on façonnait des galettes que l'on faisait sécher au soleil plusieurs jours. Ce procédé permettait de les conserver des mois, voire plus d'1 an. Une fois sèches, elles avaient une texture dense et moelleuse et se réhydrataient facilement dans l'eau, le bouillon ou des infusions. Ces galettes enrichissaient les ragoûts d'une note fruitée et acidulée, épaississaient les soupes, ou se mêlaient à la viande et à la graisse pour former du pemmican, un aliment à très forte valeur énergétique. Elles pouvaient aussi se dissoudre dans de l'eau chaude avec du miel en boisson revigorante. Quand on disposait de produits sucrants, miel sauvage ou sirop d'érable, on les ajoutait pour équilibrer l'acidité. Un goût très apprécié des enfants et des anciens. Côté nutrition, elles étaient remarquables, riches en vitamine C, en fibres, en antioxydants et en composés anti-inflammatoires. Pour les communautés autochtones, c'était une manière pratique de préserver santé et énergie pendant la soudure. Au-delà de l'aspect alimentaire, la chokecherry avait une dimension sociale. Sa cueillette se faisait en groupe, accompagnée de chants, de récits et d'enseignements, renforçant l'identité collective. Aujourd'hui, certaines communautés perpétuent encore ces galettes pour préserver les traditions. Chaque petit disque conserve non seulement des nutriments, mais aussi la mémoire, la culture et l'esprit de résistance. Pain frit à la graisse d'ours. Fry bread. Le fry bread, pain frit, préparé à la graisse d'ours, est une recette chargée d'histoire, de complexité et de symboles. Derrière cette apparente simplicité, une pâte frite, croustillante à l'extérieur et tendre à cœur, se cache un chapitre sombre. La relocalisation forcée des peuples autochtones au XIXe siècle. Durant cette période, nombre de tribus furent déplacées vers des territoires arides, privés de leurs ressources traditionnelles. Dépendantes des rations gouvernementales, farine, graisse industrielle, sucre et sel, les femmes créèrent une pâte basique qu'elles faisaient offrir avec la graisse disponible. Ainsi naquit le fry bread, réponse à l'expropriation, mélange d'ingéniosité et de douleur. Avec le temps, il fut adopté par de nombreuses communautés et devint un marqueur culinaire. Mais son héritage demeure ambivalent, symbole de résistance pour les uns, rappel de la colonisation et de la rupture avec l'alimentation ancestrale pour les autres. Dans ce contexte, le préparer avec de la graisse d'ours relève d'une forme de reconquête. Contrairement à la graisse industrielle, la graisse d'ours était traditionnellement utilisée par beaucoup de tribus, surtout l'hiver, pour sa richesse en oméga 3, en vitamines et pour sa profondeur aromatique. La réintroduire, c'est renouer avec les racines authentiques. Frire la pâte dans la graisse d'ours n'améliore pas seulement le profil nutritionnel, c'est aussi honorer la mémoire culinaire autochtone. On obtient un pain dense, savoureux, au croustillant distinctif. Il se déguste seul, avec du miel, des confitures, des viandes, ou sert de base à des tacos autochtones lors de fêtes et de rencontres culturelles. Au-delà de sa polyvalence, ce fry bread incarne la souveraineté alimentaire. De nombreux chefs autochtones le réévaluent aujourd'hui comme une voie de guérison des blessures historiques, de revalorisation du patrimoine et de preuve que l'identité ne se perd pas. Elle évolue, résiste et se réaffirme à chaque bouchée. Tamales enveloppés dans des feuilles de maïs. Les tamales enveloppés dans des feuilles de maïs comptent parmi les expressions les plus anciennes et raffinées de la cuisine autochtone, avec plus de 8000 ans d'histoire. Nés au sein des civilisations mésoaméricaines, aztèques, mayas,
leur technique s'est diffusée vers le nord, où elle fut adoptée et adaptée par divers peuples du sud-ouest de l'actuel États-Unis. Pour nombre de ces cultures, les tamales étaient fan amérindiennes plus que de la nourriture. Des symboles de fertilité, de création et d'union avec la terre. On prépare le tamal avec de la pâte de maïs nixtamalisée et de l'eau, étalée sur des feuilles de maïs assouplies. On garnit l'intérieur de viande, de légumes, de haricots, de piments, de baies ou même de préparations sucrées, selon les régions et les occasions. On referme ensuite l'enveloppe, on la lie avec des fibres naturelles, puis on cuit à la vapeur sur pierre chaude ou dans de grandes marmites. Cette cuisson préserve l'humidité et concentre les arômes, permettant au tamal de rester frais plusieurs jours sans réfrigération. Leur format individuel et leur emballage naturel en font des mets parfaits pour les voyages, les rituels ou comme provision durable. La préparation était une activité collective, surtout lors de fêtes, récoltes, mariages, naissances. Les femmes se réunissaient pour moudre, pétrir et assembler, transformant la cuisine en espace de transmission culturelle, d'histoire et de savoirs ancestraux. Le tamal portait aussi une dimension spirituelle. Le maïs étant sacré, l'enveloppé symbolisait le cycle de la vie. Dans les rituels, on offrait des tamals aux esprits ou aux ancêtres, accompagnés de chants et de prières. Sur le plan nutritionnel, c'était un aliment complet. Glucides complexes, fibres, protéines et vitamines. De plus, il s'adaptait aisément aux ingrédients disponibles selon la région ou la saison, d'où sa résilience. Aujourd'hui, les tamals restent au cœur des cuisines autochtones et ont largement essaimé à l'échelle du continent. Leur longévité tient autant à leur goût et à leur utilité qu'à leur portée symbolique. Chaque tamal est une capsule d'histoire, de culture et de résistance vivante. Galettes au pollen de Masset, Katail. Les galettes au pollen de Masset, appelées aussi quenouille ou katail, plante aquatique aux hautes tiges vertes et aux épis bruns, étaient considérées comme un super aliment par les tribus vivant près des marais, zones humides et rives de rivières. On surnommait cette plante le supermarché du marais. Presque toutes ses parties étaient comestibles, utiles ou médicinales. Parmi ses usages les plus précieux figurait le pollen. En été, lorsque les fleurs mâles le libéraient en un nuage doré, femmes et enfants le récoltaient avec soin à l'aide de paniers tressés. Une activité qui renforçait la convivialité et exigeait patience et respect de la nature. Le pollen, léger, jaune vif, se mélangeait à de l'eau, du miel, du sirop d'érable ou des graisses naturelles pour former une pâte épaisse. On façonnait ensuite des galettes que l'on faisait sécher au soleil plusieurs jours, puis on les cuisait sur des pierres chaudes, ou on les consommait sèches comme encas énergétiques et durables. Sur le plan nutritionnel, elles étaient remarquables, riches en protéines végétales, en vitamine B, en antioxydants et en minéraux essentiels. Sans gluten, elles convenaient aux digestions sensibles, même si l'on n'employait pas ces mots-là à l'époque. Ces galettes étaient utiles pour les longs trajets, les travaux physiques ou comme réserve hivernale. On leur prêtait aussi des vertus médicinales, fortifier l'immunité, favoriser la fertilité, accompagner la convalescence. Certaines cultures les intégraient à des rituels en raison de leur lien avec l'abondance. Leur fabrication enseignait la durabilité. On ne prélevait que le nécessaire, laissant la plante accomplir son cycle. Cette éthique écologique protégeait à la fois l'espèce et l'écosystème. Aujourd'hui, des passionnés de cueillette sauvage ont redécouvert ces galettes. Pour les descendants des peuples qui les ont créées, les préparer demeure une façon d'honorer leurs racines
et de préserver des savoirs ancestraux. Ces petites galettes dorées restent encore aujourd'hui un humble hommage à l'abondance discrète de la nature. Pemmican. Le pemmican, ou pemmican, était bien plus qu'un simple mets. C'était une véritable stratégie de survie millénaire. Sa recette, en apparence simple, obéissait à une logique parfaite pour affronter des climats extrêmes et de longues marches. La viande, le plus souvent de bison, d'élan ou de cerf, était séchée jusqu'à éliminer toute humidité, évitant ainsi toute décomposition. Cette viande déshydratée était ensuite réduite en poudre ou en fins filaments et mélangée à de la graisse animale fondue, qui jouait le rôle de conservateur naturel. Dans certaines variantes, on ajoutait des fruits secs comme les canneberges ou les cerises sauvages, ce qui rehaussait le goût tout en apportant sucre et antioxydants bénéfiques. Le produit final ne nécessitait aucune réfrigération, se conservait des mois, parfois des années, et prenait peu de place. L'aliment idéal pour explorateurs, guerriers et chasseurs. Sa densité calorique élevée permettait de refaire vite le plein d'énergie. On le stockait souvent dans des bourses de peau accrochées à la ceinture. Même lors d'expéditions de plusieurs jours, le pemmican suffisait à maintenir les membres de la tribu actifs et concentrés. Polyvalente, on le mangeait tel quel, on le réchauffait, ou on l'incorporait à des soupes et ragoûts plus élaborés. Sa préparation n'était pas un acte individuel, mais une activité communautaire qui renforçait la cohésion du groupe. Les femmes se chargeaient généralement de sécher et de broyer la viande, tandis que les hommes participaient à la chasse. Toute la famille se réunissait pour mélanger et mettre en sachet le pemmican, conservé pour les saisons difficiles, l'hiver ou les périodes de migration. C'était un aliment symbole de sécurité, de prévoyance et de sagesse ancestrale. Chaque lot témoignait de l'ingéniosité et de l'adaptation des peuples originaires à leur environnement. Au-delà de son importance nutritionnelle, le pemmican avait une valeur commerciale et culturelle. Certaines tribus l'échangeaient avec d'autres peuples ou avec des marchands européens qui en reconnurent vite l'utilité. À l'époque du commerce des fourrures, il devint une denrée essentielle pour voyager en territoire reculé. Il prit aussi une dimension cérémonielle. Des versions spéciales étaient préparées pour rites ou célébrations, avec des ingrédients choisis et des techniques héritées des anciens. Ainsi, la nourriture devenait aussi un emblème d'héritage culturel. Aujourd'hui, le pemmican renaît chez celles et ceux qui recherchent des régimes ancestraux, mouvements paléo ou alimentation non transformée. Sa fabrication artisanale et sa composition naturelle en font une référence de durabilité et de santé. Même modernisé ici ou là, l'esprit du pemmican demeure intact. Un aliment robuste, chargé d'histoire, incarnation du lien profond entre peuples autochtones et terres nourricières. Ragoût des Trois Sœurs. Le ragoût des Trois Sœurs est l'une des recettes les plus symboliques et riches de sens dans la tradition culinaire autochtone. Il réunit principalement le maïs, les haricots et la courge. Trois cultures qui nourrissaient le corps, tout en formant un système agricole complémentaire soutenant des communautés entières. Le maïs servait de tuteur vertical, les haricots grimpaient sur ses tiges et fixaient l'azote au sol, tandis que la courge, avec ses larges feuilles, préservait l'humidité et limitait les ravageurs. Cette synergie parfaite n'avait rien du hasard. Elle résultait de siècles d'observation, de respect de la terre et d'un savoir transmis oralement. De nombreuses nations, comme les Cherokees, les Haudenosaunee, Iroquois ou les Lenape, considéraient ce ragoût non seulement comme une source de nourriture, mais comme une manifestation tangible d'harmonie avec la nature. Le plat variait selon les régions et les ingrédients disponibles, tout en conservant la trame des Trois Sœurs.
On ajoutait souvent des herbes locales, ail sauvage, sauge et pasote, qui lui donnaient un profil aromatique unique et nuancé. La cuisson, lente et minutieuse, laissait à chaque ingrédient le temps de se fondre aux autres. L'aspect social était fondamental. Préparer ce ragoût demandait du temps et favorisait la collaboration. Certains us récoltaient, d'autres nettoyaient, coupaient, allumaient le feu. On le cuisinait volontiers en grande quantité pour nourrir des familles étendues ou le partager lors de cérémonies. Sigis, où le fait de manger ensemble devenait un geste d'unité et de gratitude. Au-delà des saveurs, le ragoût des trois sœurs nourrissait l'esprit collectif. Sa portée symbolique a traversé les générations. Dans certaines traditions, chaque sœur représente un aspect de la vie. Le maïs comme soutien vital, les haricots comme lien communautaire et la courge comme protection. Ensemble, elles reflètent l'interdépendance du vivant et l'importance de coopérer pour prospérer. Chaque cuillerée devient une leçon de respect, de gratitude et de réciprocité, clé de la cosmovision autochtone. Aujourd'hui, on le cuisine encore dans des foyers autochtones comme dans des festivals culturels pour honorer la résilience des peuples originaires. Nombre de chefs contemporains ont remis ce plat à l'honneur, l'adaptant au contexte urbain sans trahir son essence. En le goûtant, on savoure des ingrédients millénaires et l'histoire vivante d'une relation sacrée entre l'humanité et la terre. Le ragoût des trois sœurs demeure un symbole de résistance, de mémoire et de continuité culturelle. Bouillon d'os de bison. Le bouillon d'os de bison n'était pas seulement un plat réconfortant, c'était un véritable élixir de vie pour de nombreuses nations de l'Amérique du Nord. La préparation reposait sur une cuisson prolongée des os, des heures, parfois des jours, afin d'en extraire tous les nutriments essentiels. On obtenait un bouillon riche, gélatineux, chargé de collagène, de minéraux et de goût, idéal pour refaire des forces après une dure journée ou pendant la maladie. À une époque sans complément ni pharmacie, ce bouillon était la médecine la plus puissante offerte par la nature. Le bison était un être sacré, et son sacrifice s'accompagnait d'un profond respect. Rien n'était gaspillé. La viande se consommait fraîche ou séchée. La peau devenait vêtement ou abri. Les os servaient d'outils. La graisse entrait en cuisine ou en fabrication de chandelles. Le bouillon d'os fermait la boucle de cet usage intégral. Les os, lavés et brisés, cuisaient dans de grands chaudrons avec des racines sauvages, de l'ail natif, de l'oignon sauvage ou des baies médicinales. Une préparation qui associait nutrition et guérison. Dans certaines cultures, on offrait ce bouillon aux aînés, aux femmes enceintes ou aux convalescentes, car on pensait qu'il aidait à récupérer, à mieux digérer et à renforcer les os. Il servait aussi de base à d'autres ragoûts et soupes, une sorte d'âme liquide, capable d'enrichir tout repas. Certaines communautés le conservaient même dans des outres ou sacs de peau durcis pour les longs trajets, preuve supplémentaire de sa valeur pratique et symbolique. Sa saveur profonde évoquait la terre, l'histoire et l'animal lui-même. Au-delà du physique, le bouillon d'os de bison avait une dimension spirituelle. Le préparer relevait d'une cérémonie silencieuse de gratitude envers l'animal. Avant de commencer, on adressait souvent une prière ou un signe de respect aux esprits de la nature, demandant guidance et protection. En le consommant, on croyait absorber une part de l'esprit du bison, sa force, son endurance, son lien à la prairie. Un acte de communion où la nourriture rassasiait le ventre et l'âme. Aujourd'hui, le bouillon d'os revient sur le devant de la scène santé, mais rares sont les versions modernes qui égalent la profondeur technique et spirituelle des recettes autochtones.
Des chefs natifs ravivent toutefois ces traditions, les intégrant à des menus contemporains fidèles à leurs racines. Préparer ce bouillon, c'est renouer avec une philosophie ancestrale fondée sur l'équilibre, la gratitude et le respect absolu du vivant. Bares Tanka. Les Tanka Bars forment un pont fascinant entre sagesse ancestrale et alimentation moderne. Inspirés du pemmican traditionnel, ces bars énergétiques associent viande séchée de bison, graisse et fruits comme canneberge ou cerises sauvages. Mais plus qu'une simple adaptation, elles portent une revendication culturelle, sauver des pratiques alimentaires autochtones et les propulser au 20e et 1e siècle sans en trahir l'essence. Leur formule initiale, sobre et puissante, reflète la logique de survie et de nutrition des régimes natifs. Le nom Tanka vient du Lakota Tatanka, qui signifie bison, et évoque aussi l'idée de grandeur. Le choix n'est pas anodin. Pour les Lakota et d'autres nations des Grandes Plaines, c'est que le bison était plus qu'un animal, un symbole de vie, de générosité et de connexion au sacré. S'en nourrir n'était pas banal, mais un geste de gratitude. En infusant cette vision dans un produit commercial comme la Tanka Bar, on tente de réintroduire respect et réciprocité au sein de la chaîne alimentaire contemporaine. L'entreprise qui fabrique ces bars, Native American Natural Foods, a été fondée par des membres de la nation Oglala Lakota. Sa mission dépasse la vente d'un encas sain. Créer de l'emploi au sein de la communauté, promouvoir l'élevage durable de bisons et revaloriser le lien spirituel et économique entre peuples autochtones et environnement. Chaque bar devient ainsi acte de résistance culturelle, outil de guérison historique par l'autosuffisance et la reconnexion aux racines. Sur le plan nutritionnel, les bars Tanka sont très efficaces. Riches en protéines, sans additifs artificiels, peu sucrés, avec un profil de graisse favorable. Parfaite pour une énergie propre et durable. Sport, voyage ou simple collation équilibrée. Leur portabilité et leur tenue rappellent le but premier du pemmican. Un aliment fiable, résistant et riche en nutriments essentiels. Cette continuité fonctionnelle explique en partie leur succès. En croquant une barre Tanka, tu choisis plus qu'un aliment sain. Tu participes à une histoire de réparation. Tu soutiens des communautés autochtones sur la voie de la souveraineté alimentaire et culturelle. À l'heure où l'ancestral est à la mode, les bars Tanka offrent un exemple authentique d'une tradition qui s'adapte au présent sans perdre sa profondeur ni sa dignité. Nourriture, histoire et déclaration de principe en une seule bouchée. Tu apprécies ce voyage au cœur de la sagesse autochtone? Si oui, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément à continuer ce type de contenu. Et maintenant, on enchaîne avec d'autres recettes qui vont te surprendre. Pousses de cactus cholla au sirop d'agave. Les pousses de cactus cholla au sirop d'agave étaient bien plus qu'un aliment du désert. Une pépite nutritionnelle récoltée avec soin par les Tohono O'odham et les Pima, entre autres. Dans des milieux extrêmes comme les déserts de Sonora ou du Mojave, où la survie tenait à l'optimisation de chaque ressource, ces pousses offraient une source fiable d'énergie, de minéraux et de fibres. Leur consommation s'inscrivait dans un régime parfaitement adapté à l'aridité, et leur cueillette, encadrée par des rituels et des savoirs transmis de génération en génération. La cholla produit des pousses comestibles durant une brève fenêtre annuelle. Leur récolte devenait donc un événement. Ces boutons de cactus, couverts d'épines, exigeaient des outils dédiés et un vrai doigté pour éviter de se blesser. Les tribus utilisaient des pinces en bois ou de longues perches munies de crochets pour les détacher en sécurité.
On les grillait ensuite sur des braises pour brûler les épines. Puis, on les faisait sécher au soleil afin de les conserver plusieurs mois. Cette technique garantissait un aliment à haute densité nutritionnelle en période de disette. Leur goût était singulier. Un mélange de noisettes, d'herbes et une pointe d'acidité qui s'accordait parfaitement à la douceur naturelle du sirop d'agave. Ce sirop provenait de la sève de diverses espèces d'agaves de sauvage, qu'on faisait réduire jusqu'à épaississement, obtenant un édulcorant sombre, aromatique, à faible index glycémique. Bien avant le sucre raffiné, l'agave était la principale source de douceur pour de nombreuses cultures du Sud-Ouest, également utilisée en boissons fermentées, onguents médicinaux et rituels. Le plus étonnant restait la valeur nutritionnelle. Une portion de pousse de cholla pouvait contenir plus de calcium qu'un verre de lait, ainsi que du magnésium, du potassium et des fibres solubles. Des nutriments favorables aux os, à la régulation de la glycémie et à la digestion. De quoi en faire un véritable super aliment. Rien d'improvisé. Tout découlait de siècles d'observation, de respect de la terre et du savoir accumulé des femmes récolteuses, expertes des cycles naturels. Aujourd'hui, pousse de cholla et sirop d'agave trouvent de nouveaux publics en cuisine alternative, en médecine naturelle et en gastronomie contemporaine. Mais, dans les communautés originaires, ils demeurent une partie intégrante de l'identité culturelle. Les remettre à l'honneur, c'est faire un choix santé et un acte de mémoire. Manger ces pousses au sirop d'agave, c'est retrouver un mode de vie intimement lié au désert. Un écosystème apparemment hostile, qui a pourtant soutenu des civilisations entières avec intelligence, humilité et respect. Rôti de bison au baie de genévrier. Le rôti de bison au baie de genévrier était une préparation emblématique chez les nations des Grandes Plaines. Au-delà du goût, il reflétait une philosophie de respect total envers l'animal. Chaque partie du bison avait un usage. La viande pour se nourrir, la peau pour l'abri, les os pour les outils, jusqu'aux bouses comme combustible. Cuisiner sa viande relevait du cérémonial autant que de la nécessité. La cuisson lente, sur feu direct ou en four de terre, garantissait une chair juteuse et tendre. Les baies de genévrier, écrasées puis frottées sur la surface, apportaient une note résineuse et citronnée qui équilibrait l'intensité de la viande. Au-delà de l'épice, ces baies agissaient aussi comme conservateurs naturels. Ces recettes n'étaient pas improvisées. Elles se transmettaient de génération en génération dans le cadre d'un savoir collectif. Les femmes enseignaient à leurs filles l'art des condiments. Les hommes apprenaient la chasse et le feu. Une préparation partagée, une tradition familiale vivante. L'arôme du rôti dans les campements marquait fêtes et rituels importants. Partager ce repas renforçait les liens du groupe et rappelait que la nourriture est un don de la terre, une manière d'exprimer la gratitude pour les présents du monde naturel et d'affirmer l'identité culturelle. Aujourd'hui, le rôti de bison reste présent dans des festivals autochtones et des cuisines en quête de tradition. Même avec des outils modernes, le respect du processus et cette saveur ancestrale unique demeurent. Soupe d'ortie. La soupe d'ortie, simple mais essentielle, était courante chez de nombreuses tribus du Nord et de l'Ouest de l'Amérique du Nord. On cueillait les jeunes orties au début du printemps, dès la repousse après l'hiver. Malgré sa réputation urticante, la plante était très prisée pour sa richesse en fer, en calcium et en vitamines. La cueillette demandait soin et expérience. On ne ramassait que les feuilles les plus tendres, avant la floraison. Après ébullition, elles perdaient tout pouvoir irritant, devenant souples et agréables au palais. Elles cuisaient dans l'eau avec d'autres herbes sauvages, parfois enrichies d'un peu de graisse animale ou de poisson séché.
Cette soupe apportait un répit bienvenu après des mois centrés sur des aliments secs ou conservés. Sa saveur fraîche et herbacée revitalisait le corps et rétablissait des nutriments essentiels perdus durant l'hiver. Elle participait aussi à des rituels de renouveau et de purification. Au-delà de la cuisine, l'ortie avait sa place en médecine traditionnelle. Anti-inflammatoire naturel, diurétique, remède pour la peau. Sa fibre servait également à fabriquer cordages et tissus, preuve de sa polyvalence. Aujourd'hui, l'ortie fait son retour comme super aliment. Mais pour les communautés autochtones, elle a toujours incarné l'ingéniosité et une relation respectueuse avec la nature. La soupe d'ortie nourrissait le corps et renforçait le lien au milieu. Anguille fumée. L'anguille fumée constituait un aliment fondamental dans le nord-est de l'Amérique du Nord, notamment chez les Penobscot, Mi'kmaq et Lenape. Ces communautés riveraines savaient tirer parti des cours d'eau pour obtenir une protéine de haute valeur, et l'anguille, grasse et facile à conserver, figurait parmi les prises les plus précieuses. Les techniques de pêche incluaient des pêcheries de pierre, dites weirs, ainsi que des lances et des filets. Ce savoir se transmettait oralement, et les enfants apprenaient très tôt à reconnaître les cycles migratoires des anguilles. Pêcher, c'était aussi une activité communautaire et un moment d'apprentissage. Une fois capturées, les anguilles fumaient lentement des heures, parfois des jours, selon la quantité. Le fumage intensifiait la saveur et assurait une longue conservation, idéale pour l'hiver ou les déplacements. Leur goût, puissant et onctueux, était hautement nourrissant. Au-delà de l'aliment, l'anguille fumée servait parfois dans les échanges entre tribus ou comme offrande. On lui prêtait une énergie spirituelle liée à l'eau, élément de vie et de mouvement. Aujourd'hui, même si la consommation a diminué, certaines nations maintiennent cette tradition. Pêche et fumage deviennent actes de réappropriation culturelle. Préserver l'histoire par le goût. Soupe de pignon de pin. La soupe de pignon de pin était une recette traditionnelle chez les Apaches, Hopi et Navajo, peuple de régions abondantes en pain pignon, pignon. On récoltait les pignons à la main après leur chute des cônes, puis on les grillait pour en faciliter l'épluchage. Un processus long, mais essentiel pour obtenir un ingrédient riche et très nutritif. Une fois émondés, les pignons étaient pilés jusqu'à former une pâte crémeuse. Mélangée à de l'eau chaude, elle donnait une soupe épaisse qu'on pouvait enrichir de viande séchée, de farine de maïs ou d'herbes locales. Sa saveur douce, beurrée et terreuse convenait parfaitement à l'hiver, aux personnes âgées et aux enfants. Au-delà du goût, la soupe était énergétique. Les pignons apportent de bonnes graisses, des protéines, de la vitamine E et des minéraux comme magnésium et zinc. Un aliment complet, capable de soutenir de longues journées ou des périodes de pénurie. On la préparait souvent lors de réunions familiales ou de rituels, avec des variantes selon les communautés. Certaines utilisaient des épaississants comme la farine de haricots de mesquite ou des racines sauvages, conférant une identité régionale. Aliment spirituel aussi, par le lien aux arbres sacrés. Aujourd'hui encore, bien que moins courante, cette recette se transmet dans certaines communautés comme partie intégrante de l'héritage culinaire. Un exemple éloquent d'une nourriture simple qui renferme histoire, nutrition et connexion au impact pour la nature et la vie collective. Wojapi. Le wojapi est bien plus qu'une simple sauce. C'est une expression culinaire de la résilience et de la créativité des nations autochtones des Grandes Plaines. Épais, d'un rouge-violet vibrant et préparé principalement à base de baies sauvages, ce plat plonge ses racines dans les traditions des Lakota, Dakota et d'autres communautés du centre-nord des États-Unis.
À l'origine, on le cuisinait sur de petits feux à ciel ouvert. Les baies étaient doucement mijotées jusqu'à rendre leur jus et se transformer en une préparation dense, presque comme un pudding ou une réduction concentrée. Avec le temps, certaines variantes ont intégré des édulcorants naturels, comme le miel d'abeille sauvage ou le sirop d'érable récolté à la main. Mais, dans son essence, le wojapi célèbre la pureté des baies indigènes. Chokecherry, cerise sauvage américaine, buffalo berries, juneberry et prune sauvage, chacune apportant son propre profil de saveur, sa texture et ses bienfaits nutritifs. Ce plat n'était pas un simple accompagnement. Sa polyvalence le rendait indispensable. On le servait en dessert, en sauce sur des viandes ou des pains, et même comme remède naturel grâce à sa richesse en antioxydants et en vitamine C. Traditionnellement, on le dégustait avec le fameux fry bread, ce pain frit emblématique de nombreuses communautés autochtones, offrant un contraste irrésistible entre le croustillant du pain et la douceur crémeuse du wojapi. Dans les contextes cérémoniels, le wojapi portait aussi une forte charge symbolique. On le préparait pour les grandes occasions, naissances, mariages, rassemblements tribaux ou célébrations saisonnières. Le cuisiner était un acte de respect envers les ancêtres et la terre nourricière. En hiver, lorsque l'accès aux aliments frais se raréfiait, le wojapi devenait une source précieuse d'énergie et de nutriments, souvent confectionnés en grande quantité pour être conservés. Aujourd'hui, beaucoup de communautés autochtones perpétuent le wojapi pour se reconnecter à leur héritage, maintenir vivante l'identité culinaire de leurs aïeux et partager une saveur ancestrale qui continue d'émouvoir et de nourrir. Au-delà du plat, le wojapi est un pont entre les générations, une recette habitée d'âme et de mémoire. Thé de cèdre. Le thé de cèdre fut, et demeure dans certaines communautés, une boisson profondément symbolique pour de nombreuses nations amérindiennes. Bien plus qu'une infusion pour se réchauffer, il incarnait une communion entre le corps humain et les esprits de la nature. Le cèdre, considéré comme un arbre sacré dans de nombreuses cultures autochtones, était apprécié pour sa résistance, son parfum, mais aussi pour ses vertus curatives, spirituelles et protectrices. Préparé à partir des feuilles, et parfois de l'écorce ou de jeunes rameaux, du cèdre rouge, l'infusion se réalisait en faisant frémir longuement la plante dans de l'eau pure, souvent prélevée à des sources ou rivières sacrées. On obtenait une boisson chaude, légèrement résineuse, aux notes boisées et terreuses qui évoquaient le cœur de la forêt. Son arôme apaisait, et la dégustation était perçue comme un acte de purification. Sur le plan physique, le thé de cèdre soulageait un large éventail de maux. Des douleurs musculaires et inflammations aux troubles respiratoires et digestifs, les guérisseurs traditionnels l'intégraient à leur traitement naturel. Grâce à ses huiles essentielles, antioxydants et composés antimicrobiens, c'était un remède efficace, surtout durant les saisons froides propices aux rhumes et infections. Sa dimension spirituelle avait autant d'importance. Aux côtés du tabac, de la sauge et du sweetgrass, fétuque odorante, le cèdre figurait parmi les 4 plantes sacrées, dans de nombreuses cosmologies autochtones. Le thé de cèdre accompagnait les rituels de purification, se partageait en cercles communautaires et se buvait parfois avant des décisions importantes pour clarifier l'esprit et l'âme. Il marquait aussi les rites de passage, les naissances et même les funérailles, comme geste de protection des esprits. Aujourd'hui, bien que sa consommation ait diminué avec la modernisation et la perte de certains savoirs, des communautés maintiennent cette pratique ancestrale. Boire du thé de cèdre, c'est se relier à la terre, honorer la sagesse des ancêtres et retisser une relation intime et respectueuse avec l'environnement. Même de nos jours, sa valeur santé et spirituelle reste aussi pertinente qu'autrefois.
caramel de saumon. Le caramel de saumon, ou salmon candy, également connu sous le nom d'Indian candy, est l'une des douceurs les plus singulières de la cuisine autochtone du Nord-Ouest Pacifique. Ce n'est pas un bonbon au sens classique, mais une façon exquise de conserver et magnifier le goût du saumon, poisson sacré pour de nombreuses nations côtières comme les Tlingit, Haïda et Coast Salish. Pour ces peuples, le saumon est bien plus qu'une ressource, une figure spirituelle, symbole de renouveau, d'abondance et de gratitude. La technique du salmon candy est une évolution des méthodes ancestrales de conservation. Pendant la migration, on pêchait de grandes quantités de saumon, qu'on éviscérait, détaillait en filets, puis fumait lentement sur des structures surélevées en bois. Le fumage, réalisé avec des essences choisies, cèdre rouge, aulne, bois fruitier, déshydratait le poisson tout en imprégnant sa chair d'arômes uniques, permettant une conservation sur plusieurs mois sans réfrigération. Le bonbon ajoute une dimension supplémentaire. Une fois le saumon partiellement fumé, on le glace avec du sirop d'érable, du miel sauvage ou même de la mélasse, puis on le remet au fumoir. Le glaçage caramélise lentement, formant une couche brillante, légèrement collante et sucrée, qui contraste avec l'umami profond du saumon. Le résultat, une combinaison surprenante et addictive. Les espèces les plus utilisées sont le chinook, king salmon, le sockeye et le coho, pêchés dans des fleuves comme le Columbia ou le Yukon durant leur montée. Chacun offre un équilibre différent de gras, de texture et de saveur, et le choix dépend souvent de la saison et de l'accès des communautés. Même le bois de fumage est sélectionné avec soin. Le cèdre apporte des notes profondes et résineuses. L'aulne, un fumé doux et suave. Apprécié pour son goût, le salmon candy l'est aussi pour sa valeur nutritionnelle. Riche en oméga 3, en protéines et en minéraux. Parfait pour affronter les climats froids, les longues journées de pêche ou de chasse et les déplacements. Sa texture ferme et semi-sèche le rend facile à transporter et à grignoter partout. L'encas idéal, nourrissant et pratique. Dans les fêtes, les rituels ou en offrande, ce mets gagne une dimension cérémonielle. Partager du salmon candy, c'est un acte de générosité et de communion, une manière de célébrer le fleuve et le cycle de la vie. Aujourd'hui, son héritage perdure dans les communautés autochtones, comme chez des chefs contemporains en quête de reconnexion avec ces techniques ancestrales, redécouvrant l'équilibre entre conservation, nutrition et plaisir sensoriel que porte ce joyau culinaire. Si tu es arrivé jusqu'ici et que ce voyage dans la cuisine ancestrale te plaît, prends une seconde, mets un like à la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater de ces pépites oubliées. On revient tout de suite avec le plat suivant, limonade de sumac. La limonade de sumac était une boisson ancestrale, citronnée, rafraîchissante et étonnamment revigorante, préparée à partir des baies de sumac staghorn ou smooth sumac. Bien avant l'introduction du citron en Amérique du Nord, ces baies étaient la principale source d'acidité naturelle pour de nombreuses nations, utilisées en boisson, marinade et remède. Le sumac, arbuste robuste et résistant, abondait dans les champs ouverts, coteaux et zones boisées. De l'est du Canada au sud-est des États-Unis, ces baies, réunies en grappes denses d'un rouge profond, mûrissent à la fin de l'été et sont recouvertes d'une poudre acide qui fait leur signature gustative. La cueillette demandait de la vigilance. On évitait celles lavées par des pluies récentes qui diluaient leur saveur. La préparation traditionnelle consistait à faire infuser à froid les baies plusieurs heures, afin d'extraire huiles essentielles et composés acides sans libérer les tanins contenus dans les graines.
On filtrait ensuite soigneusement le liquide avec des filtres naturels, tissus végétaux, fines couches d'écorce, pour éliminer les impuretés. On obtenait une boisson rosée à rougeâtre, au goût comparable au citron, mais d'une acidité plus douce et d'une touche sauvage. Au-delà de la fraîcheur recherchée les jours chauds ou après une longue marche, la limonade de sumac avait un rôle médicinal. Naturellement riche en vitamine C et en antioxydants, elle aidait à lutter contre infections, rhume et fatigue. Dans certaines tribus, on l'offrait aux malades pour soutenir la convalescence, ou on la buvait à jeun pour réveiller le corps et renforcer les défenses. En cuisine, le sumac servait aussi de condiment, séché et moulu, les baies relevant viande de gibier, poisson ou racines cuites d'une acidité équilibrante. On l'ajoutait à des soupes ou ragoûts pour apporter profondeur et fraîcheur. Cette polyvalence en faisait un indispensable des cuisines traditionnelles. De nos jours, le sumac a parfois été éclipsé par des ingrédients exotiques. Mais son intérêt comme produit local, durable et nutritif renaît, porté par l'engouement pour les plantes sauvages comestibles et les pratiques culinaires autochtones. Préparer et boire une limonade de sumac, c'est se désaltérer avec plaisir, rendre hommage à la botanique des peuples originaires et redécouvrir les richesses oubliées de la terre. Confiture de nopal. La confiture de nopal, élaborée à partir du fruit du nopal, appelé tuna, figue de Barbarie, compte parmi les trésors les plus colorés et trop souvent oubliés des cuisines autochtones du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique. Des peuples comme les Apaches, les Pueblos et d'autres communautés du désert ont développé une relation intime avec le nopal, plante résiliente, généreuse et parfaitement adaptée au milieu aride. La confiture de tuna n'était pas qu'une gourmandise. C'était une stratégie de conservation, une source de nutrition et un symbole de résistance face à un environnement exigeant. Le fruit de la tuna, dont la couleur va du magenta profond au vert clair, est couvert de fines épines qu'il faut retirer avec grand soin. Un savoir-faire indispensable pour éviter de douloureuses mésaventures. Une fois pelé, on découvre une pulpe juteuse, douce et désaltérante, riche en eau, en sucre naturel, en antioxydants et en vitamine C. Pour les communautés du désert, trouver ces fruits à la fin de l'été, c'était comme dénicher de petites réserves d'énergie concentrée. La confiture se préparait en faisant cuire lentement la pulpe avec de l'eau, jusqu'à obtenir une texture épaisse et homogène. On ajoutait parfois du miel sauvage, du sirop d'agave ou même des racines sucrées pour intensifier la saveur. Le résultat, une conserve qui se gardait semaines voire mois, précieuse quand le désert offrait moins de ressources. On la servait avec des pains plats, sur des galettes de maïs, dans des céréales ou simplement à la cuillère, comme un dessert nourrissant. Au-delà de l'aliment, cette confiture avait des vertus médicinales. On disait qu'elle apaisait la soif extrême, aidait à traiter l'inflammation interne et améliorait la santé de la peau. Certaines communautés utilisaient la tuna cuite ou fermentée en cataplasme pour brûlures ou petites blessures, et sa consommation régulière était recommandée aux malades, aux personnes âgées ou aux enfants faibles. Sur le plan culturel, préparer la confiture de nopal était un acte communautaire. Familles et voisins participaient à la cueillette, au nettoyage et à la cuisson des fruits. Le résultat se partageait, s'échangeait ou se gardait comme un trésor. Sa couleur éclatante et son goût intense sont devenus des marqueurs d'identité. Aujourd'hui, la confiture de nopal revient sur le devant de la scène comme alternative naturelle, durable et riche en nutriments face aux produits ultra transformés. Des chefs autochtones contemporains la réintroduisent à leur carte et des projets de revalorisation culturelle
contribuent à sauver cette préparation ancestrale qui, à chaque cuillerée, raconte une histoire d'adaptation, de sagesse et de saveur née au cœur du désert. Ces recettes ne sont pas que des plats du passé. Ces recettes ne sont pas seulement des plats d'autrefois. Ce sont des traces vivantes de sagesse, de résistance et de communauté. Elles nous rappellent que manger peut aussi être un acte de mémoire, de respect et d'identité. Si l'une d'elles t'a ému, t'a ouvert l'appétit ou t'a rappelé quelqu'un, dis-le-moi dans les commentaires. Et tu connais la chanson. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie la cuisine chargée d'histoire. On se retrouve pour le prochain voyage dans le passé.